Il y a 3 ans, le réveil sonnait avant même que le soleil ne se lève. Alors que la ville dormait encore sous le couvert de l'aube et que les premiers rayons de lumière filtraient timidement à travers les rideaux, elle était déjà debout. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur chaleureuse du pain fraîchement sorti du four et du porridge qu'il a préparé avec soin. D'une main ferme, il versait du lait dans des tasses, en prenant soin de ne pas en renverser une seule goutte, pendant qu'il organisait le petit déjeuner familial. C'était une chorégraphie quotidienne, vérifier les sacs à dos des enfants, arranger les cheveux de la fille, un rapide baiser sur la joue du mari et un « bonne journée » plein d'affection. Elle trouvait de la joie dans les petites choses, dans les rires de ses enfants à table, dans le geste automatique de son mari qui prenait le café d'une main et le beignet de l'autre, sans même remarquer la fatigue sur son visage. Mais derrière cette routine apparemment paisible, se cachait un profond épuisement. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais demandé d'aide. Il pensait que c'était son rôle, son devoir, son obligation. Parfois, lorsque la maison résonnait des voix des enfants et des conversations de son mari, elle ressentait une envie incontrôlable de s'asseoir par terre et de simplement respirer pendant 1 minute. Mais cette minute n'existait pas. Il y avait de la vaisselle à laver, des vêtements à repasser, des cours à vérifier, des courses à planifier. Sa vie était devenue un cycle sans fin de tâches et elle acceptait tout avec une résilience qui confinait à l'héroïsme. En regardant par la fenêtre, j'ai vu le soleil jouer sur le trottoir, les gens se précipitaient dans leur vie et j'ai rêvé, un instant, d'un sentiment de liberté. Mais de retour dans sa famille, il s'est replongé dans les responsabilités des autres. Je pensais que l'amour, c'était tout donner de soi, même quand à l'intérieur il n'y avait que du vide. Et c'est précisément cet accouchement silencieux qui la rendait presque invisible aux yeux de ceux qui devraient la valoriser plus que tout. En ce jour gris et pluvieux, qui semblait refléter son état d'esprit, elle lavait déjà le sol depuis 3 heures d'affilée, essorait les vêtements et préparait le déjeuner lorsqu'une vive douleur dans la poitrine la paralysa, accompagnée d'une fatigue qui pesait sur tous les muscles. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les enfants jouaient bruyamment dans le salon, le mari était allongé sur le canapé, distrait par la nouvelle. J'ai ravalé la douleur et j'ai continué à nettoyer la table, à réarranger les casseroles, tout était impeccable. Lorsqu'elle lui a demandé de l'aide pour porter les lourds sacs du marché, il l'a regardée avec colère. Encore ces plaintes ? Je suis occupée. Les mots font plus mal que n'importe quel effort physique. Elle se mordit la lèvre pour ne pas pleurer et souleva seule les sacs, sentant ses épaules brûler sous tant de poids. À ce moment-là, son esprit était divisé, une partie criait à la justice, aux larmes, à la révolte, l'autre, déjà habituée, se résigna en silence, comme elle l'avait toujours fait. Après le déjeuner, elle s'assit sur le bord du canapé, attendant une seconde de repos, mais elle entendit la voix dure de son mari, insatisfait de quelque chose. Elle a essayé d'expliquer qu'elle était épuisée, que la douleur la consumait, qu'elle avait besoin de soutien. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il souffla simplement et quitta la pièce, la laissant là, le cœur serré et la respiration difficile. Mais elle se releva, rassembla la vaisselle, rangea la cuisine, comme si ses propres besoins n'avaient pas d'importance. Ces jours, comme tous les autres, lui révélèrent une amère vérité, ses efforts, ses soins, son amour n'étaient valorisés que lorsqu'elle se taisait et faisait tout sans poser de questions. Toute tentative de se faire entendre se heurtait à un froid dédain, à l'indifférence, voire à l'irritation. Et c'est cette conscience douloureuse qui commença à la ronger, rendant chaque journée plus lourde. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec le corps brisé, chaque mouvement le torturant. Même aller aux toilettes exigeait un effort surhumain. Les enfants attendaient le petit déjeuner, le mari allongé sur le canapé, distrait par son téléphone portable. Ses mains tremblaient lorsqu'il allumait la bouilloire, mais il ne parvenait pas à montrer de faiblesse. Après tout, les roues de la maison ne se sont arrêtées pour personne. Lorsqu'il s'est approché pour prendre sa tasse, il a dit avec dédain, « Tu es trop faible. » Comme c'est ennuyeux. Elle a essayé de lui expliquer qu'elle était malade, qu'elle avait de la fièvre et qu'elle n'avait plus de force, mais il s'est contenté de grogner et de s'enfermer dans le bureau. Il était assis là, appuyé sur la table de la cuisine, vide. Les larmes lui montaient aux yeux, mais il les retenait de toutes ses forces. Ni pour lui, ni pour personne simplement parce que cela avait toujours été ainsi. La nuit, la faiblesse l'envahissait.
Lorsqu'il essaya de s'asseoir pour se reposer, il sentit son corps faiblir, son équilibre perdre. Son mari, en la voyant, lui dit ironiquement, « Encore une chute ? Nous pouvons y faire face sans vous. » Ces paroles, prononcées avec une certitude glaciale, ont coupé le dernier fil d'espoir. Il comprit alors que dans cette maison, sa santé, sa vie, son existence même n'avaient aucune valeur. Assise sur le sol de la cuisine, elle s'autorisa pour la première fois à réfléchir, il était peut-être temps d'arrêter de supporter ça. Peut-être y avait-il un moyen de faire entendre sa voix, de rendre sa douleur visible. Cette pensée, timide mais tenace, fut comme une étincelle dans l'obscurité infinie de sa souffrance. Le lendemain s'annonçait encore plus difficile. Elle parvenait à peine à sortir du lit, son corps empli d'une douleur sourde et d'une faiblesse qui la consumait. Les enfants réclamaient de l'attention, du café, des vêtements, l'école, tout dépendait d'elle. Il se força à sourire, cachant les tremblements de ses mains et les cernes profonds sous ses yeux. Le mari, en passant, dit avec dédain, « Fini les bêtises. Il faut que quelqu'un travaille ici. » Sa voix était glaciale, sans la moindre trace de compassion, comme pour dire, « Vous existez pour servir. Votre bien-être n'a pas d'importance. » Quand les enfants partaient à l'école, elle était seule dans la cuisine, appuyée sur la table, essayant de reprendre des forces. Les larmes menaçaient de couler, mais je savais que je ne pouvais pas faiblir. C'est alors que la porte s'ouvrit et que sa mère entra. D'un seul regard, la mère comprit la gravité de la situation. Il sortit des médicaments de son sac, la serra fort dans ses bras et murmura, « N'aie pas peur, je suis là. Tu n'es pas seule. » Ces simples mots étaient comme une bouffée d'air frais. Sa mère l'a aidé à s'asseoir, lui a apporté de l'eau, lui a posé la main sur l'épaule et lui a répété doucement que tout irait bien. Le mari, en entendant le bruit, regarda dans la cuisine, mais cette fois il n'y avait aucune autorité dans son regard. La mère le regarda calmement et lui dit fermement, « Cela ne continuera pas. Ce n'est pas votre employé, c'est une personne qui mérite le respect. » Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qu'il avait oublié, du soutien, de la force. Les larmes qui coulaient n'étaient plus seulement de douleur, mais de soulagement, emportant la peur et le désespoir. Avec l'aide de sa mère, elle a compris que désormais elle n'était plus seule, que le moment était venu de donner un sens à sa voix, à ses droits, à sa vie. Dans ce moment silencieux mais décisif, dans la même cuisine où il n'y avait auparavant que l'épuisement, une étincelle d'espoir est née. Quelque chose en elle commença à changer.